Cette JCM 240 a déjà une longue histoire qui a commencé aux mains expertes de Bernard Cordonnier, avec laquelle il s'est aligné en championnat de Belgique dans les années 80. J'ai racheté cette moto à Marcel Wertz, qui était l'importateur Bultaco à l'époque du côté de Timister Clermont, et elle m'a accompagné durant toute ma vie en traînant de garage en garage et de cave en cave. Il y a 4 ans, je me suis dit, je la remets à neuf. J'ai tout démonté, enfin pratiquement tout démonté. J'ai donc préparé cette moto du mieux que je pouvais et en octobre 2018, je me suis inscrit à mon premier trial, le trial de Saint-Rémy, le trial des 2 ruisseaux. J'ai fait 2 zones, ensuite j'ai cassé la chaîne, j'ai réparé la moto et je l'ai vendue. Et de pérégrination en pérégrination, finalement, cette moto est revenue un peu à la maison et les soins ne sont pas terminés. Il s'avère maintenant, en fait, que le joint de Villebrequin a lâché, ce qui fait que toute l'huile de boîte repasse dans le moteur et c'est un peu compliqué. Ça dépasse peut-être un peu mes compétences. Et donc, je me suis dit que plutôt que d'essayer de chipoter, comme on dit chez nous, et de m'arracher les cheveux pour essayer de faire ça au mieux, mais peut-être pas bien, je vais embarquer cette moto dans une camionnette, je vais la ramener dans sa terre natale, je vous emmène à Vesoul, chez Joël Corroy, JCM Moto. À peine déposée, la moto est montée sur l'établi et c'est Robert Courvoisier, l'inoxydable mécanicien qui est là depuis 42 ans, qui connaît les JCM par cœur, qui s'occupe directement d'ouvrir le cœur de la moto. Pièce par pièce, elle me l'a rangée sur un établi, vous me mettez un pont au milieu d'une pièce, vous me fermez la lumière, je la monte au bout complet. Voilà, tellement je les connais. Voilà, et puis ça fait 42 ans que je suis ici, à 1370, au service de Joël Corroy. Outre évidemment son atelier et la concession moto qui est une des plus grandes de l'Est de la France, Trail 70, comme on dit là-bas, abrite aussi un musée qui contient une centaine de motos, musée plutôt destiné à l'off-road, au tout-terrain et aux passions de Joël Corroy, qui va nous faire une joie de nous le présenter et de le visiter ensemble. Joël Corroy, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir dans ce musée qui est une véritable légende. Même outre-frontière chez nous en Belgique, tu es vachement connu. Ce musée a déjà été visité par pas mal de Belges, je crois. Ah oui, évidemment, oui, c'est un musée. Alors c'est un musée qui est assez particulier puisqu'il ne traite que du tout-terrain. Là, c'est un musée qui est exclusivement donc réservé au trial, au cross, à l'enduro, à toutes les disciplines du tout-terrain. On a même du speedway, on a une moto sur glace, on a une Suzuki d'usine ex-Gaston Raillet, avec laquelle il a participé au Paris-Dakar plusieurs fois. Ouais. Donc voilà. Donc moi j'ai voulu transmettre ma passion du tout-terrain, du trial. J'ai fait du cross. Je faisais tous les débuts de saison, dans les débuts des années 70, tous les débuts de saison en Belgique. Dans la boue. Dans la boue ou dans le sable. On n'était pas spécialiste vraiment du sable. Et puis, alors ici, en fait, on a des motos, on est entre quelle époque et quelle époque? Alors, on s'est forcément arrêté à une certaine époque. Donc, moi j'ai choisi ce que j'ai connu et un petit peu avant. C'est-à-dire qu'on commence en trial, par exemple, juste après-guerre. On a une Matchless de 1946, des motos des années 50, des gros monos anglais des années 50. Là, on a une collection de Greaves. Ça a été un peu la révolution quand le 2 temps. Le 2 temps est arrivé avec les fameux moteurs Villiers. Voilà. Il y avait Greaves et d'autres marques. Hein. Il y avait James. Voilà, donc. C'est impressionnant. Il y a combien de motos ici en tout? Il y a 100 motos ici. 100 motos. Voilà. Ça particularité, une FN de trial. Ça, c'est extrêmement rare. Qui vient de chez vous. Ouais. À mon avis, il y en a eu 22 fabriquées, c'est tout. Et là, j'en ai une. Voilà. Ça, c'est une pièce très rare. On est en 1956, modèle M22, qui était un modèle qui a été décliné effectivement pour la route. Et notamment, les machines anglaises étaient toutes dérivées des machines de route. Oui. C'était des monos qui étaient dérivés des machines de route. Là, on a une BSA Goldstar 350. BSA
La Goldstar était déclinée en 350 et en 500, mais avec le même cadre et la même base moteur. Il y avait une moto de trial, une moto de cross, une moto de route, de tourisme, et une moto sportive, une Clubman, voilà, comme disaient les Anglais. On a un magnifique exemple avec la Triumph Cup. La Triumph Cup qui était déclinée sous toutes formes différentes. Les pilotes étaient moins spécialistes. Oui. On était trialiste l'hiver, on était crossman l'été, souvent. Ouais, bien sûr. Et souvent avec la même moto, on changeait la position des repose-pieds, les rapports de boîte à vitesse. Avec le musée, je vis dans un autre temps, forcément. Et ce musée rappelle vraiment ces époques bénies. Ces belles années, quoi. Belles années, pourquoi? Parce qu'on découvrait, c'était les débuts du motocross, du trial. Les premiers trials en Belgique, c'est juste après-guerre, je crois. Joël, ici, on est dans une partie un peu plus cross, en fait. Alors là, c'est la partie motocross. Ouais. Alors derrière nous, il y a les motos anglaises, notamment les gros monos, Matchless, BSA, un sidecar cross Norton. C'est un Norton, celui-là. C'est un Norton, Norton Commando. Là, des griffes anglaises. Avec des motos assez rares, parce que bon, voilà une Peugeot ici. Alors, Peugeot n'a jamais fait de moto de cross. Moi, j'ai débuté sur une Peugeot. On est dans la région de Peugeot ici, dans l'est de la France, et il y avait une catégorie 175 en motocross où 95% des pilotes roulaient avec des Peugeot qui étaient préparés. Une CZ de 64. C'est avec ce modèle-là que Joël Robert a été champion du monde en 64 à 20 ans. Voilà quand même une collection de machines incroyables. On va voir un peu la partie trial. Allez, on y va. Là, on est dans une partie pure trial. Oui, là. Et on a devant nous, en fait, une SWM qui était la moto avec laquelle Gilles Burguet a été champion du monde. Voilà, Gilles a été le premier champion du monde français en 81 sur la SWM. Là. C'est sa moto, voilà, c'est une vraie moto d'usine. Extérieurement, elle est très standard, elle ressemble au modèle standard. L'intérieur du moteur est énormément travaillé. Alors ici, il y a des choses qui sont relativement rares. Je vais pointer une ou deux motos. Je pointe cette Italjet. Alors un 350 4 temps. Voilà. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Non. C'est l'époque où Eddy le Jeune était champion du monde sur la Honda 4 temps aussi, donc ils ont fait une tentative. Maintenant, il n'y avait pas le développement de la Honda, bien entendu, ils n'ont jamais eu de grand pilote. Alors moi, je me rebaigne un peu quand je vois tout ça. Ça, je vois, bon, quand j'étais gamin, c'était le rêve absolu, évidemment. Que j'ai jamais eu. C'était la moto pour fils de trialistes riches. Voilà. Oui, à l'époque, ça c'était quand même incroyable. Il y a des motos fantastiques ici. Il faut vraiment que vous veniez jeter un coup d'œil. Il faut venir à Vesoul, il faut venir dire bonjour à Joël et vous venez faire un tour en fait dans ce musée. Prenez le temps parce qu'il y a une fiche devant chaque moto. Ça prend du temps, voilà. Ça prend du temps. Voilà. C'est destiné à des spécialistes. Il y a l'histoire de chaque moto, tout est expliqué. Alors il y a des pièces rares. Il y a la première Bultaco Trial de 65, avec laquelle Sammy Miller a démarré. Il y a la première Ossa. On ne voit jamais des premières Ossa. Les premières Montesa avec le gros frein. Le gros frein tambour à l'avant. Bon, ça c'est l'histoire du trial en général. Alors ça, toi, tu as une histoire quand même assez exceptionnelle. Toi, parce que tu as fait ta moto. Alors, on a fabriqué ici à Vesoul les motos JCM qui portent mes initiales, Joël Corroy Moto. Tu vas aller me faire découvrir ça? Oui, bien sûr. Bien. Là, on est dans la partie JCM, donc Joël Corroy Moto. Oui. Tu as donc eu l'idée de se dire, je vais faire ma moto. Voilà, alors... Je voulais faire mon proto, ma moto. C'est ça, oui. Qui est là d'ailleurs, on la détaillera tout à l'heure. J'étais destiné à travailler chez Peugeot puisque je suis originaire du pays de Montbéliard. J'ai fait des études de mécanique et ce côté mécanique m'a toujours passionné. Ouais. J'ai été pilote professionnel de motocross pendant 8 ans. J'ai fait les championnats du monde, j'ai couru pour Maïko. Et en 75, j'ai arrêté, je me suis mis un peu par hasard à mon compte dans le commerce moto. J'ai commencé par vendre des motos espagnoles Ossa, un peu par hasard. Bon, je ne savais pas si ça marcherait. Et en fait, donc, 47 ans après, je suis toujours là, donc ça n'a pas trop mal marché. J'avais commencé le trial en étant gamin, puisque j'étais au lycée avec Charles Coutard. D'accord. Donc je me suis mis à mon compte en 75, et à cette époque-là, j'ai voulu rouler en enduro.
mais bon, le magasin était ouvert, l'enduro, il fallait partir 3 jours avant et tout, j'ai pas pu faire. Donc je me suis remis au trial à 26 ans, j'ai débuté le trial. D'accord. Voilà. On est j'avais créé fin des années 70. Fin des années 70. Parallèlement au magasin, j'avais créé une petite société qui s'appelait CMP, Corroa Mécanique Précision, avec laquelle on faisait des tas d'améliorations sur les motos de trial, de cross, enduro. D'accord. À l'époque, les motos étaient standards, il y avait beaucoup à faire dessus pour les modifier, pour les préparer. Et à force de faire toutes ces préparations, un jour je me dis, ben tiens, pourquoi pas me faire ma moto à moi, pour rouler, voilà. Et C'était un projet purement personnel. c'était un projet personnel. En 1981, je descends au Salon de Milan et je rencontre un monsieur Trivelli qui dirigeait une petite entreprise qui s'appelait TO. Je discute avec lui, il me dit bah, moteur de trial, on n'a pas, mais si ça vous intéresse, nous ça nous intéresse d'en développer un, on vous donne des bases de moteurs de cross. Donc je fais le premier proto avec un moteur de cross et sur ce proto qui est ici, ça a été la première moto de trial au monde avec un mono-amortisseur progressif. Absolument. Personne ne l'avait fait avant. Ouais. Elle a tourné le 1er mars 83. J'ai été essayé avec un copain qui disait c'est extraordinaire ce truc-là. Je passe. Ça passe, c'est incroyable. Une marge de 1 mètre à passer avec une Bultaco, on passait tout de suite à 1,50 m avec une JCM. On a dit là, on a trouvé un truc. Toi, tu viens avec une libellule en fait. Alors, avec une moto un peu plus légère que les autres, mais surtout cette suspension arrière progressive qui amène tout. Forcément... Qui a amené tous les autres à suivre. Tout le monde a suivi. Ouais. Yamaha est arrivé en 84. Et tous les constructeurs, à partir de 86, avaient un mono-amortisseur. Est-ce que ça a fait l'objet d'un brevet, ça? Alors, non, parce qu'à l'époque, je ne pensais pas breveter, moi, voilà. Oui, oui. Plutôt que de la faire avec des biellettes, alors je rappelle ce que c'est qu'une suspension progressive, c'est une suspension qui est très souple pour les premiers débattements, donc pour les petits chocs, qui donnent de l'adhérence, c'est ce qu'on cherche en trial, et qui se durcit quand on passe un gros choc, c'est-à-dire que quand on va passer une grosse marche, on ne va pas talonner. Et quand est venue l'idée alors de dire, écoute, je vais en fabriquer pour les autres, t'as eu des demandes en fait? J'ai fait un premier proto, j'ai fait un deuxième proto qui faisait 10 kg de moins. Donc j'ai fait ce deuxième proto, un troisième proto, et puis la presse a voulu l'essayer. Charles Coutard est venu essayer, il y a des bons pilotes qui ont essayé, ils ont dit attendez, le truc là est fantastique. Et les gens m'ont dit oui, on voudrait en acheter. Mais je dis attendez, j'ai jamais prévu moi de vendre des motos, d'en fabriquer. Et puis de fil en aiguille, il y a des gens qui ont dit allez, on fait une petite société, on est parti avec un petit capital, on a décidé, et puis voilà. Et fin 83, on a vendu nos premières motos, nos premières JCM. D'accord. Voilà, une des premières avait été vendue à Joël Renard en Belgique. J'ai appris une chose. Quand on se lève le matin avec la meilleure idée du monde, si on n'a pas les moyens de réaliser, il faut vite aller se recoucher. Voilà. C'est schématisé, mais en fait c'est ça. Non, mais tu as raison. Ouais. Et en fait, on avait vraiment des idées et tout, qui étaient reconnues. Hein. La moto marchait bien, les clients voulaient, la moto était performante, elle était fiable. Le problème, c'est qu'on était des gros artisans et les gens étaient prêts à acheter cette nouvelle moto qui était assez révolutionnaire pour l'époque, à condition qu'elle marche aussi bien que les autres et qu'elle ne coûte pas plus cher. Or, à l'époque, les concurrents, c'était des marques comme Fantic qui faisaient 20 000 motos de trial par an. Et nous, la meilleure année 85, on a fait 450 motos. Et on devait être au même prix. Donc forcément, même en faisant des économies de bout de chandelle, en ayant une petite structure, en faisant attention à tout, en trouvant des moyens de fabrication peu onéreux, des moules qui étaient faits à l'économie et tout, on arrivait à faire quand même des belles motos avec des tout petits moyens. On n'arrivait pas à franchir le seuil de rentabilité. Ouais. Alors quand je dis qu'on a fait 450 motos en 85, en fait on a eu 2000 bons de commande et on n'a même pas servi un client sur 4. Oui, finalement vous avez été un peu dépassé par le succès. On a été dépassé par le succès. Donc on a cherché, on a compris tout de suite qu'il fallait qu'on trouve un partenaire industriel ou financier qui nous appuie. On a eu toutes sortes de gens qui sont venus. En Haute-Saône, le président du conseil général qui s'appelait Christian Bergelin, qui est décédé maintenant, qui était ministre des Sports à l'époque de Chirac, ministre des Sports, et il m'avait dit, si tu trouves un partenaire industriel, Jeunesse et Sport débloquera une enveloppe d'1 million de francs. À l'époque, c'était un gros truc. C'était de l'argent, oui. Donc il y a des chasseurs de primes qui avaient les oreilles qui traînaient, qui sont venus, des gens qui étaient fantasques, qui étaient pas dans le coup et tout, donc on s'est fait mener un peu en bateau. Et le jour où j'ai trouvé l'industriel qui me paraissait de bonne foi, et avec qui j'ai signé, je me suis fait rouler dans la farine.
Alors, il a demandé à ce qu'il y ait un dépôt de bilan de l'ancienne société JCM, il a tout racheté pour un franc symbolique, c'est-à-dire un savoir-faire, un réseau de concessionnaires, un réseau à l'export, un service course qui marchait bien, un service pieds détachés qui était bien établi, tout ça pour un franc. Ça vaut le coup, plus 1 million de francs de Bergelin, plus l'argent que j'ai remis dans la création de la nouvelle société. Et j'ai donné en même temps de l'amertume, la marque déposée JCM. Et là, je me suis mis à nu. Mais à l'époque, j'étais tellement content de trouver quelqu'un qui me paraissait fiable pour donner une continuité. Alors bon, l'aventure a démarré en 83 pour finalement s'arrêter. Alors, on a fait l'association fin 86. Et dans la période-là, on a quand même fabriqué ici 1000 motos. Alors, on a continué à innover. Ça, c'est le chiffre total de motos total de fabriqué JCM ici à Vesoul. D'accord. Et je me félicite d'une chose, c'est que bon, maintenant, c'est des collectionneurs qui achètent et tout, et on a toujours dépanné jusqu'à maintenant. Tous les clients qui veulent restaurer une JCM. Écoute, la preuve en est, puisque moi, je suis venu avec la numéro 104 qui traîne dans mon garage depuis une vingtaine d'années, que j'ai remis à neuf, qui à un moment donné, bon, j'étais un peu hors de mes compétences mécaniques, je t'ai appelé, et là je viens de revenir avec la moto, et Robert, qui est le plus vieux mécanicien qui travaillait à JCM, qui était chez JCM, qui les connaît par cœur, il m'a dit, tu peux en mettre une dans le noir, toutes les pièces comme ça, je la remonte. Je la remonte, mais je crois, et je lui fais confiance, je crois qu'il peut. Et donc Robert vient de travailler quelques heures sur ma moto, il en a remis une couche, et je crois que la moto est prête maintenant à rouler. Il a dit, tiens, ça c'est pas bon, ça tu l'as mis à l'envers, ah merde alors. Et donc voilà, et la preuve en est, c'est que je t'ai commandé des pignons il y a 2 ou 3 mois d'ici, tu m'as dit écoute j'en ai plus mais je t'en fais tourner un. Et donc tu mets effectivement un point d'honneur à ce que les gens qui t'ont fait confiance à l'époque et qui t'ont acheté une moto continuent à avoir du plaisir, soit souvent de les restaurer les mêmes, ou mais de bon, voler. bon, il y a le côté aussi un peu fierté de faire continuer ce que j'ai créé. Voilà. Bien sûr. Vous avez fait des coups d'éclat quand même. Bon, allez, la Tour Eiffel. Ah, ça c'est encore autre chose. C'était quand même extraordinaire comme coup de pub, ça. Monter la Tour Eiffel avec une moto. Alors, qui a eu cette idée en fait? Voilà, en bas, j'ai ma première Peugeot de trial qu'on avait fabriquée et tout, avec laquelle j'ai gagné mon premier trial à Montbéliard, voilà. Et je m'entraînais avec Charles Coutard. Et notre truc, c'était de monter des escaliers. D'ailleurs, il y avait une zone célèbre au trial de Montbéliard. À l'époque, à Montbéliard, il y avait un trial qui faisait 110 km de tour. Un tour, 110 km. Extraordinaire, hein. Tous les meilleurs pilotes du monde sont venus rouler à l'époque. Et il y avait une zone où c'était des escaliers. Et notre truc, c'était de monter les escaliers. Et donc, j'avais 15 ans, 16 ans. Et mon père nous emmène à Paris pour la première fois et on découvre forcément la Tour Eiffel. Et là, je dis, des escaliers, il y en a là. Là, il y a du grain à moudre. Et puis, bon, c'était resté dans un coin de ma tête. Et puis, un jour, avec la JCM, je dis, bah tiens, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, et dans la petite société qu'on avait fait, on avait un copain, Patrick Ménet, qui était à l'époque rédacteur en chef de l'agence France Presse, qui avait ses entrées partout à Paris, et je lui soumets le truc. Il me dit, attends, je vais appeler et tout, et il me dit, c'est arrangé. Les gens, ils sont d'accord. Un certain jour, on va bloquer un escalier, enfin un des piliers, un des 4 piliers de la Tour Eiffel, on va monter et redescendre après, voilà, bon. J'avais à l'époque 2 bons pilotes à la JCM, puisque j'avais Joël Desquin, qui était champion de France indoor, et puis donc toujours Charles Coutard. Et donc on dit, bah, allez, on va se lancer dans le truc et tout. Hein. Et puis à l'époque, il y avait 3 magazines en France, il y avait Moto Verte qui démarrait, il y avait Moto Journal et Moto Revue. Et on prévient tout le monde, dont Michel Dawans, qui était Moto Journal, qui était journaliste belge. Et on prévient tout le monde et on dit, les gars, écoute, on va essayer de faire le truc. Si ça marche, vous faites un article. Si ça marche pas, vous faites les canards, comme on dit. Vous ne dites rien et puis voilà, on va passer pour des couillons mais on ne sait pas si ça va marcher. Bon. Et on arrive, alors, on termine les motos, je crois que c'est un mercredi, on termine les motos le mardi soir ici à Vesoul. À minuit, on les charge dans le camion, on roule à Paris, on dort 2 heures dans le camion, le matin on se réveille, il y a des camions qui arrivent, des camions de télé, des trucs et tout. Et en fait, notre copain de l'agence France Presse avait prévenu toutes les agences de presse du monde en disant, demain, une moto de fabrication française va monter les 2 premiers étages de la Tour Eiffel. On ne le savait pas. Ça fait né au mur. Et là, alors, on n'avait pas dormi la nuit. On nous demande de faire une conférence de presse, on loue au dernier moment la salle Gustave Eiffel, 220 journalistes, 10 chaînes de télé, chaîne américaine, Athens Credible, l'incroyable Mevray de l'époque et tout. On dit là, on est mort, si on se loupe, on est mort, on est ridiculisé dans le monde entier. Comme ça, quoi. Voilà. Alors, et en fait, ça a marché. Et, alors, c'était compliqué, beaucoup plus compliqué qu'on pensait. On a des photos où on voit Charles. Et j'ai retrouvé
sur YouTube une des vidéo. images. J'ai une vidéo Oui, avec Charles voilà. qui monte. Voilà, oui, oui. Ouais. Voilà, on voit ça. Alors, un truc de fou, les journalistes, il y avait même des journalistes qui avaient payé le gars qui monte. Il y avait des ascenseurs qui montaient, qui suivaient. Et un journaliste était monté sur le toit d'un ascenseur pour filmer la progression de la montée. Imagine ça maintenant, quoi. Ah oui, oui, enfin, Ouais. les gars étaient accrochés dans les poteaux, filmés partout, enfin voilà. Et ça a marché. Et le plus difficile, c'était la descente plutôt que la montée. C'est vrai? Oui, oui, c'est Ah oui. très compliqué parce que ça avait du mal à virer. En montée, on faisait des pivots, ce qu'on appelle Ouais. pivots. On mettait la roue avant sur le grillage. Et en descente, ben, on ne pouvait pas faire ouais. ça, hein, donc c'était un peu plus compliqué. Mais enfin, ils ont réussi. Et Desquin avait mis un seul pied pour faire les 742 marches de montée de la Tour Eiffel. Chapeau. C'est beau, quand même, Oui, oui, hein. c'était bien. Ouais, Mais c'est un beau, souvenir extraordinaire. Ah ouais. Alors, pour la petite histoire, on a voulu leur faire pour les 30 ans. Mais la société d'exploitation de la Tour Eiffel dépend de la mairie de Paris. Plus écolo dans le monde, on ne peut pas trouver. Et on n'a pas pu leur faire pour les 30 ans. Merci Hidalgo. Mais l'année prochaine, bon, je ne citerai pas de nom, tu l'as dit avant moi. L'année prochaine, 40 ans, je referai une tentative, sait-on jamais. Ben oui, ce serait bien quand même. Le plaisir de remettre en état des objets qui souvent étaient destinés à la casse. Ouais. Hein, dans les motos du musée, on a des trucs, quand on voit les photos du début, on dit c'est pas possible qu'on arrive à ça. Et toutes les motos qu'on a restaurées sont exactement dans leur configuration du premier jour d'origine, quand elles sont sorties d'usine. Ouais. Et l'autre chose qui me fait vraiment plaisir, c'est de pouvoir partager avec des gens comme vous. J'ai tellement de gens qui viennent au musée et qui me disent « Oh, j'ai revu ma première moto Ah ouais. J'ai même des gens qui pleuraient. Ah ouais, je peux imaginer. Voilà. Et ça me fend le cœur. Ah Moi, ouais, je ouais. suis vraiment On heureux est de ça. bien d'accord. Et je Ouais. dis là, j'ai gagné un truc. J'ai fait plaisir à des Ouais. gens à travers ma passion. Et ça n'a pas de prix. Mais on peut dire une chose, c'est que sur ta vie, ta carrière, ta passion, et ce que tu as fait ici, et ce que tu continues à faire, tu as gagné quelque chose, Joël. Je suis pas riche. Les gens passionnés, ils sont jamais Ouais. riches. Mais là, bien. Voilà. Mais je prends, avec les années qui passent, je prends de plus en plus conscience que j'ai une vie bénie. En tout cas, bon, voilà, on est ici devant quelque chose d'exceptionnel. Merci Joël, merci pour cette visite, merci d'avoir partagé ta passion, d'avoir partagé ton histoire. On va aller jeter un petit coup d'œil à l'atelier pour voir si Robert a terminé la JCM, pour pouvoir la ramener en pleine forme en Belgique. Le premier, donc j'ai bien mis le petit pion, voilà. J'ai usiné un petit peu le joint. Bon, donc pour toi, elle est en ordre maintenant? Nickel. Eh bien voilà, il est vraiment temps maintenant de rentrer sur la Belgique, d'avoir embarqué cette JCM, de faire les derniers petits réglages et on pourra bientôt l'essayer, mais ça c'est pour plus tard. Ce reportage était peut-être un peu long, mais ça vaut vraiment la peine. Aller rendre visite à Joël et visiter son magnifique musée.